Bonjour à tous, aujourd'hui on va examiner la profondeur en photographie. Alors on va pas parler de profondeur de champ, on va essayer de voir comment on peut donner du relief à une image qui est en 2D, alors sans aller jusqu'à faire de la 3D évidemment, mais de donner un peu plus de relief à une image et de l'améliorer de ce fait. Alors on va commencer par revenir sur le tabouret de l'image. Donc ça c'est un sujet que j'ai présenté déjà dans Construire et sublimer son image. Donc ce tabouret nous sert à regarder l'ensemble des facteurs qui vont jouer sur l'image. Donc toujours dans une recherche d'équilibre. Donc il y a bien sûr le sujet guide et les sujets annexes. Comment on gère d'ailleurs les objets en relation, la composition, maîtriser son arrière-plan, etc. L'harmonie, l'ambiance. Et aujourd'hui, on va regarder la profondeur. Alors, la profondeur fonctionne avec la teinte, la saturation, la luminosité et le contraste. Donc, on va voir maintenant une démonstration de comment prennent vie les choses sur une image, ou même dans la vie en général. Et pour ça, on va examiner ce coup de pinceau qui a été donné à Photoshop, et on va se rendre tout de suite sur Photoshop. Voilà l'objet sous Photoshop, et donc on va voir que euh, la nature qui nous entoure est sujet à la lumière, et que c'est la lumière qui donne le relief à tous les objets. Bon, s'il n'y avait pas de lumière, on serait dans le noir complet, hein, tout serait plat, et bien c'est la lumière qui donne le relief. Donc voici la tache blanche. Si j'y ajoute des dégradés, eh bien je vais y obtenir un cylindre, là en l'occurrence. Maintenant, si je fais varier les ombres sur le cylindre, eh bien j'obtiens des effets différents. Donc si la lumière bouge, les ombres vont bouger et donc l'objet va être différent. Voilà, ça c'est un des premiers principes. On va aller voir un autre principe. L'autre principe, c'est l'échiquier d'Adelson. Alors là, vous voyez le carré portant un A et le carré portant un B. En fait, ils sont de même couleur. C'est simplement le fait que les deux carrés ne sont pas exposés de la même manière qui rend différent la teinte. Donc c'est la loi dite du contraste simultané des couleurs. Alors on va faire une démonstration sur Photoshop. Alors l'expérience qu'on va mener indique que le JDR qui est en haut et l'autre JDR qui est en bas, en réflexion, ces deux teintes, je ne vais pas y toucher. Je vais simplement changer la teinte du fond. Et on va voir qu'en changeant la teinte du fond, l'impression des couleurs change. Alors, par exemple, on va s'intéresser au jaune là. Mais en fait, si j'enlève le fond que j'ai mis, eh bien on s'aperçoit que la teinte est plutôt marron sur du blanc. Ok. Alors on va faire la même chose, je vais m'en mettre à fond, on va faire varier les couleurs, donc le rouge, et en faisant varier les couleurs, on s'aperçoit que l'impression des couleurs, alors on va se concentrer dans les bleus quand on va arriver un peu plus haut, on va se concentrer dans les bleus pour voir que le JDR en haut, eh bien, vous voyez, change totalement. Il devient sombre et la notion de couleur change totalement. Voilà. Donc, ça, c'est le principe, la loi du contraste simultané des couleurs. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Donc, il y a deux principes dont il faut tenir compte. Éclaircir, assombrir, mettre des dégradés donne du volume. Hein, c'est le fameux dodge and burn de nos anglo-saxons. Et il y a aussi une notion qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un contraste de masse, hein, c'est-à-dire de grands aplats de couleurs ou de lumière, mais il y a également ce qu'on appelle le contraste de détail qui définit la matière.
hein, qui donne l'aspect matière à ce que vous photographiez. Pour illustrer tout ça, j'ai pris une peinture de Tamara de Lampica où on voit que l'artiste utilise les ombres pour donner du volume à son tableau. Alors, je vous ai mis en bas tous les éléments qui permettent de gagner en relief. Donc, d'abord, créer des plans. Hein, ça, c'est un des principes qu'avait déjà déclaré William Turner. Utiliser la perspective linéaire, on va voir ce que c'est. Bien sûr, utiliser la profondeur de champ. Hein. Le flou détermine un peu la profondeur. La taille des éléments dans l'image permettent, si les sujets sont loin, on va le voir dans une autre peinture, permet de donner une idée de profondeur. Les angles de prise de vue, les plongée et contre-plongée, favorisent l'aspect relief. Les ombres, bien sûr, on le voit là d'ailleurs sur ce tableau, les ombres jouent beaucoup. Le contraste, la lumière, la couleur, la saturation, évidemment, tout ça contribue à créer du relief. Voici un tableau de Bruegel l'Ancien. Alors, sur les perspectives, bon, c'est pas tout à fait réglementaire, voilà, mais en fait, on va se focaliser sur la taille des objets. Hein, et donc, c'est la taille des objets qui donne la profondeur à ce tableau. Donc, en premier plan, on a le laboureur, là, et puis petit à petit, on s'éloigne avec les bateaux. Alors, voici un autre exemple avec le tableau de Léonard de Vinci, où on peut voir d'abord qu'il y a des plans, hein, premier plan, deuxième plan, mais qu'il utilise la perspective linéaire et la ligne d'horizon. Donc, si on trace la ligne d'horizon qu'on voit derrière au lointain, et puis les deux lignes de convergence qui donnent le relief. Alors évidemment, sur les bâtiments, c'est plus facile. Quand on a des bâtiments sur l'image, les bâtiments donnent une idée de relief. C'est beaucoup plus simple avec un bâtiment. Alors, si on prend cette première image de Daguerre, il a pris des bâtiments et il a pris en plongée l'image. Et c'est ça qui donne énormément de relief à cette image qui est, pour nous, historique. Voici une autre image que vous connaissez bien. Ce sont les fameux constructeurs de gratte-ciel aux États-Unis. Alors là, en fait, il utilise plusieurs effets. Le premier effet, c'est que c'est à la fois une photo en plongée, hein, sur les bâtiments qui sont en dessous. C'est une photo qui est à hauteur d'homme concernant les ouvriers. L'effet de brume qu'il y a à l'arrière favorise l'idée de profondeur. Voilà, bon, cette photo est magnifique pour créer le sentiment de vertige qu'il y a à être à cette hauteur-là. Ansel Adams, hein, l'inventeur du Zone System, lui a utilisé le Dodge and Burn, hein, avant tout le monde, hein, puisqu'il allait éclaircir ou assombrir son image à certains endroits pour donner du relief. Avec l'effet tilt sheet, on va pouvoir illustrer un petit peu le flou et l'effet maquette qu'il donne pour montrer un petit peu la relation qu'il y a entre le flou et la profondeur de l'image. Alors, voici une image de Barcelone. Voilà, prise en plongée, évidemment. Et voici l'image retouchée en post-production avec Photoshop, où j'ai appliqué des flous qui sont très serrés sur la partie centrale, enfin la partie des routes que l'on voit en bas, pour donner l'effet maquette. Hein. Donc, vous avez la possibilité de le faire avec Photoshop, ou sinon, vous pouvez acheter des objectifs qui coûtent très très cher. Alors, la fonction de décentrement, dite Shift, c'est ce qui permet de redresser les bâtiments. Donc, vous voyez à l'arrière de l'objectif, on n'est pas dans le même axe que les lentilles. Voilà. Donc, sur le côté, vous avez des boutons
qui vous permettent de régler le décalage. La même chose avec la fonction tilt. Là, cette fonction va permettre de réduire la profondeur de champ. Voilà. Bon, moi, je vous encourage à ne pas acheter ce type de produit si vous n'en avez pas vraiment une utilité professionnelle, parce que ces produits sont vraiment très chers. Vous voyez par exemple le Fujifilm GIF 30 mm, il est quand même à 4500 €. C'est beaucoup pour une utilisation non professionnelle. Alors, l'effet maquette, on l'a également quand on est en plongée sur un objet comme là, le château de Chantilly. Voilà. Donc là, on obtient de nouveau l'effet maquette. Alors, créer des plans. Donc ça, cette photo, c'est presque un contre-exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, moi là, j'ai plein de plans. J'ai un premier plan avec l'eau, un deuxième plan avec les dames sous l'ombrelle, un troisième plan, les cabanes, un quatrième plan, le bâtiment, l'immeuble, un cinquième plan, les rochers, et puis peut-être un sixième plan, le ciel. Voilà. Mais la manière dont l'image a été prise fait qu'on ne bénéficie pas des plans parce qu'il manque un peu d'angle. D'accord. Bon, ceci dit, c'était un effet un peu voulu pour ma part. Voilà, mais c'est une photo qui est presque un contre-exemple du fait de créer des plans et d'obtenir de la profondeur. Alors là, je vais vous demander d'imaginer que vous prenez la photo sans le premier plan. C'est-à-dire que vous prenez une photo de mer, eh bien, votre image sera très plate. Voilà. Donc il faut absolument créer des plans pour donner de la profondeur à votre image. Voici une image où il y a de la profondeur. On a un premier plan avec le ruisseau, un deuxième plan le bateau et pour finir les montagnes au fond. Voilà. On a vraiment là la sensation de profondeur parce qu'on a créé des plans. La même vue en plongée en montant sur la montagne. Voilà. Et là, de nouveau, on obtient... Alors, vous voyez, les rochers sur le côté donnent un premier plan. Et des fois, vous pouvez utiliser simplement une branche, une feuille. Enfin, des fois, ça tient à très peu de choses. Hein. Voilà, pour créer un premier plan, des fois, et l'élément peut même être flou. Hein. Mais c'est comme ça qu'on crée un plan. Alors, la plongée et la contre-plongée, c'est une mise en évidence qui est importante, mais qui donne également de la profondeur. Alors, j'ai mis 95% des photos sont prises à hauteur d'homme, hein, beaucoup par les smartphones. On ne pense pas assez souvent à faire des photos en contre-plongée, en plongée. Alors avant, ils avaient les appareils photo, les Rolleiflex qu'ils portaient sur le ventre. Toutes les photos étaient en contre-plongée, ce qui donnait vraiment des photos de rue qui étaient assez extraordinaires. Maintenant, on a des appareils qui nous incitent plutôt à être à la hauteur des yeux, mais pensez à faire des plongées et contre-plongées. Là, par exemple, j'ai cherché un angle, c'est-à-dire que je me suis mis au ras de l'eau pour prendre la photo. Voilà. Donc ça, vraiment, trouver des angles pour éviter que votre photo soit triste et manque de relief à la fin. Alors, on peut obtenir de la profondeur avec la focale. Hein. Les objectifs grand angle, là en l'occurrence un 11 mm, là je l'ai collé à la roue arrière de la voiture, bon bah ça donne de la profondeur, mais on n'a pas toujours du 11 mm sur soi, donc on peut faire de la profondeur autrement qu'avec la focale. Quand on dispose de géométrie dans l'image, on va être aidé pour créer effectivement de la profondeur. Attendez, pardon, voilà. Ici, voici une photo où les lignes et la perspective sont évidentes. Hein. On voit le point de fuite vers l'escalier. Et puis,
le fait qu'il y ait des lignes, ça peut conduire aussi au sujet, hein. Ça, c'est utilisé pour faire une mise en évidence. Bon, là, cette photo a de la profondeur par les lignes qui sont très présentes dans cette image. Alors, voici une autre photo, où alors là, des lignes, on en a plein. Et cette photo va nous permettre de définir ce que sont les lignes de fuite. Voilà, en rouge. En vert, vous avez la ligne d'horizon que vous pouvez déduire en fait à partir du point de fuite, hein, puisque la convergence des lignes de fuite donne le point de fuite, et à partir de là, on peut établir où se trouve l'horizon sur la photo. Alors, la ligne du regard, c'est assez difficile parce que, en fait, selon comment vous tenez votre appareil photo, c'est plutôt la ligne de l'appareil photo, hein, plus que du regard. La ligne du regard est à la moitié, en fait, de l'image, hein. Voilà, c'est la ligne du point central de l'objectif. Donc on vient de le voir, la perspective est définie par des lignes, et ici par exemple on a un champ avec des sillons qui nous indiquent la perspective. Là en fait l'intérêt de la photo est la géométrie qu'offre cette situation. Alors la question se pose, faut-il redresser les lignes de fuite des bâtiments? Alors ça c'est une affaire de goût, hein. En fait avec les focales courtes, les bâtiments ont tendance à se déformer. Voilà, bon. Généralement on redresse parce que c'est plus plaisant à l'œil, mais ça dépend des photos. Maintenant, on va parler des formes naturelles. Bon là, je ne vais pas m'étendre beaucoup. On peut utiliser la géométrie telle qu'elle est dans la nature. En revanche, on peut évoquer les formes induites, parce qu'il n'y a pas que des formes qui sont liées à des objets. Un mouvement peut être une forme. Vous voyez, là par exemple, les trois personnages, enfin deux personnages plus une vache, voilà, qui se courent, voilà, ça crée une forme induite. Alors, ici sur cette photo, il n'y a pas de perspective, c'est une photo très plate. Voilà, bon, ça c'est un choix où en fait on ne veut utiliser que la géométrie. Bon, attention, la géométrie, ça peut ne pas être suffisant pour faire une bonne photo. Bon, c'est à vous de voir. La symétrie, alors ça, le cerveau adore ça, hein. Je vous renvoie à la vidéo sur le langage de l'image. La symétrie, c'est une des figures géométriques préférées du cerveau. Alors là, on a la symétrie par le reflet dans l'eau, mais on peut effectivement, en post-production, créer des géométries. Et ça, vraiment, la symétrie marche généralement avec des formats carrés, et ça intéresse pas mal le cerveau, et ça permet de donner aussi de la profondeur à l'image. Alors maintenant, on va parler des ombres. Les ombres qui interviennent beaucoup sur les images et qui permettent de donner du relief. Donc là, en l'occurrence, les pas dans le sable, c'est uniquement l'effet des ombres qui nous permet de voir mieux les pas dans le sable. Également, les ombres qui sont provoquées par les herbes. Voilà. Là aussi, utilisation d'une ligne de fuite, hein, et la taille du sujet donne également de la profondeur. Voilà une autre illustration des ombres et du relief, hein. Voilà, cette image sans ombre aurait beaucoup moins d'intérêt. Alors maintenant, on va en venir aux règles académiques. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais il est important de les connaître, hein. Alors, les règles académiques, c'est pas une obligation, mais le fait de les connaître permet de mieux lire son image. Alors, première règle académique, c'est d'avoir un nombre impair sur l'image. Ça marche mieux, je l'ai testé, hein, d'avoir des éléments par 3, par 5. Alors évidemment, si vous êtes dans cette situation-là, la règle académique des nombres impairs ne s'applique plus. Autre règle, c'est la règle
qui indique que le regard doit être tourné vers le plus grand espace de l'image. Bon. Mais on verra que cette règle peut être contredite, hein. Il n'y a pas de souci, mais voilà, ça c'est une règle académique. Donc ça permet aussi de construire son image, ça permet de la lire, voilà, et on peut indiquer ainsi également le mouvement. Alors la fameuse règle des tiers, là je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, vous la connaissez par cœur. Bon, c'est vraiment un point de repère pour ne pas toujours centrer le sujet, ça c'est une évidence. C'est en photographie quand même une bonne aide pour lire son image et pour donner de l'équilibre à son image. Voilà. Alors notre ami John Huston, qui était un grand cinéaste, avait défini que l'horizon ne pouvait être qu'à deux endroits possibles, soit en haut de l'image, soit en bas de l'image, mais jamais au milieu. Voilà. Bon. Et quand on applique ça, effectivement, on voit que ça marche. Alors, la règle des tiers, c'est pareil, c'est pas uniquement d'aller mettre le sujet sur l'intersection des lignes. C'est mettre le sujet sur la ligne aussi, hein. Voilà. Alors, quand on est en vertical, la règle des tiers fonctionne un petit peu différemment. C'est à vous de trouver les équilibres. Voilà, vous voyez par exemple sur cette image, mon sujet se trouve en haut. Voilà, et donc c'est une manière d'utiliser la règle des tiers. Alors là où il va falloir vraiment faire attention, c'est au bord de l'image. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Et en regardant attentivement le bord de l'image, on va pouvoir voir un certain nombre de défauts sur notre image. Alors, en 1, là, j'ai un petit bout de papier, je ne sais pas ce que c'est, il n'apporte rien à l'image, il est plutôt parasite. En 2, j'ai une haute lumière, hein, parce que les yeux sont attirés par les hautes lumières. Bon, faut voir ce que je peux faire là-dessus. En 3, j'ai serré trop près de la pelle, c'est un peu dommage pour l'image. Et en 4, j'ai coupé une pile, mais là, à la limite, la loi de continuité s'applique, et c'est pas un problème. Pareil, hein, l'autre triangle qui se trouve coupé également, enfin les trois d'ailleurs, les trois triangles sont coupés, c'est pas un problème quand on connaît la loi de continuité. Bon, les trois autres éléments sont plutôt un problème sur l'image. Revenons toujours sur la loi de continuité, hein. Donc en fait le cerveau imagine le reste de l'image. Donc vous voyez sur cette image, pour moi, euh, le fait d'avoir coupé le chien n'est pas un problème parce que le chien n'est pas le sujet de l'image, il est en complément et il est aussi un accessoire un peu humoristique par rapport à l'image. Voilà. Donc ça, c'est possible. Alors on dit qu'il y a des endroits où on peut couper, d'autres où on ne peut pas couper. On dit qu'il faut couper plutôt en dehors euh, des jointures, des genoux ou des coudes, et qu'il faut couper au-delà. Voilà. Alors voici une image qui est une image volée, hein. Donc évidemment le cadrage n'est pas excellent. Et on peut se poser la question de savoir est-ce que ça fonctionne ou pas. Alors d'abord parce que le regard est tourné euh, à l'inverse du plus grand espace. Le pied est coupé. Voilà, bon, c'est à vous de voir si cette image convient ou pas. C'est pareil, le regard se porte sur quelqu'un qu'on ne voit pas. Bon, c'est peut-être une image qui peut fonctionner, mais elle présente quand même certains défauts. Voici une autre image où on a coupé, mais là, on est obligé, hein, parce qu'on ne peut pas prendre tous les bateaux. Voilà, donc il y a des bateaux qui sont coupés. Bon, là, c'est pas un problème. Alors, c'est pareil, le gros pylône qu'il y a au milieu, bah, c'est des gros pieux qui existent. On peut considérer que ça coupe l'image. C'est à vous de voir. Alors, on a déjà vu cette image tout à l'heure. Il faut faire attention aux objets orphelins. Vous voyez, par exemple, en bas à gauche, là, il y a une ombre. Et il n'y a pas son propriétaire. Ça pose problème, sauf, bien sûr, si l'ombre était le sujet de l'image.
Alors je vais vous proposer une grille d'analyse d'image qui n'est absolument pas quelque chose à utiliser au quotidien, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que peut être un ordre de tri de vos images. Hein. Si vous, en arrivant sur vos images, vous pouvez checker, de savoir d'abord est-ce qu'il y a un sujet. Alors moi, pour moi, le sujet c'est 100%. Hein. Le total de l'évaluation est sur 200%. Il faut qu'il y ait un sujet. Hein. S'il n'y a pas de sujet, il faut, dans votre tri, zapper. Voilà. Après, les sujets annexes peuvent être très intéressants. Ça compte pour 10%. Il y a peut-être à faire aussi le ménage. Hein. Il y a peut-être trop d'éléments qui sont sans connexion avec le sujet. 30% pour la composition, c'est important, hein, à la fois en termes d'équilibre et la masse des éléments à l'intérieur de l'image. La profondeur, c'est le sujet du jour. Est-ce que l'image peut être améliorée en profondeur? L'harmonie et l'ambiance. Alors l'harmonie dans les volumes, mais aussi l'harmonie en teinte, saturation, luminosité. Ça, on peut le traiter en post-production. On peut l'améliorer, on peut améliorer l'image en post-production. Il y a 10% sur la maîtrise de l'arrière-plan. Et oui, effectivement, alors bon, il y a des techniques en post-production qui nous permettent de flouter, machin. Donc tout ça, il faut que ça soit évalué au moment du tri. Voilà. Et si je suis à 150%, eh bien, je peux valider et puis aller plus loin. Bon, évidemment, cette grille, c'est pas une grille que vous allez pouvoir utiliser au quotidien, mais c'est pour vous donner une idée du check que vous devez faire. Alors, si on va plus loin, vous voyez, par exemple, je peux garder uniquement la petite cartouche qui est sur le côté, là, en checkant, est-ce qu'il y a un sujet? Est-ce qu'il y a un sujet annexe? Est-ce que la composition est bonne? Est-ce qu'il y a de la profondeur? Est-ce qu'il y a de l'harmonie, de l'ambiance? Est-ce que je maîtrise l'arrière-plan? Bon, le sujet, il y en a un, ok. Sujet annexe, c'est la personne de dos. La composition, c'est un petit peu la règle des tiers, là. La profondeur, elle existe, elle est donnée par la personne au premier plan. L'harmonie, l'ambiance, il se trouve que les vêtements de la personne, les cheveux, etc., sont en harmonie avec le bleu ambiant. Voilà. Et puis là, il n'y a pas besoin de maîtriser l'arrière-plan, parce que l'arrière-plan est le sujet sur cette photo. Voilà, encore un autre sujet, où là, c'est pareil. Alors, le sujet, c'est le chien. Il n'y a pas de sujet annexe. La composition, elle est ce qu'elle est. La profondeur, elle est donnée par le flou qu'il y a en premier plan, okay, mais aussi par les lignes de fuite du bois et du béton sur le côté. Voilà. Harmonie ambiance, il se trouve que le fond est bleu et que le chien est de tendance orange, on va dire, et que ce sont deux couleurs complémentaires. Donc l'harmonie était livrée sur place. Et puis, il n'y a pas de problème avec l'arrière-plan, il n'y a pas de nécessité à maîtriser l'arrière-plan, puisque l'arrière-plan est assez neutre. Alors voilà une image un peu plus compliquée. C'est quoi le sujet? Sujet annexe, la composition, la profondeur, l'harmonie, l'ambiance. Voilà, donc alors le sujet, c'est la roche noire. Le sujet annexe, c'est la fumée, mais c'est cette fumée qui nous donne la profondeur. La composition, c'est une répartition entre la fumée et la roche. Voilà. L'harmonie, l'harmonie, elle est naturelle. Hein. On est dans des gris bleus. Voilà. Et maîtriser l'arrière-plan, il n'y a pas de souci, puisque là, en l'occurrence, le sujet est l'arrière-plan. Voilà, donc jusqu'où aller en retouche? Alors, vous voyez, par exemple, sur cette image, je me suis posé la question, savoir jusqu'où je pouvais aller en retouche, jusqu'où ça n'est plus naturel, et ça devient un peu artificiel. Hein. Donc ça, c'est quelque chose où il faut être très vigilant. Alors, un conseil, c'est de partir prendre un café après une retouche, ou de laisser la retouche et de la revoir le lendemain, pour essayer de calmer un peu les ardeurs en matière de retouche. On a toujours tendance à en mettre un peu trop. Alors, il y a le philosophe des images, Jean-Jacques Wunenberger, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui énonce une phrase qui est terrible, de complexité, mais qui résume bien le sujet. Il dit « Trop de ressemblance fait prendre l'image pour ce qui lui donne naissance.
trop de dissemblance fait disparaître l'apparence d'image au point de faire croire que l'image est une réalité nouvelle. Bon, je vous laisse avec cette phrase, mais qui effectivement est la limite entre je fais de la retouche, j'en fais trop, j'en fais beaucoup trop. Alors voilà, si vous souhaitez aussi vous documenter un petit peu sur la retouche, vous pouvez lire les écrits d'André Gunther qui sont vraiment très très intéressants. Voilà. Et puis alors, une chose à laquelle je ne m'attaquerai jamais, mais qui existe, en 1682, il y avait déjà des gens qui s'attaquaient à l'image en termes de philosophie. Et puis Jean-Jacques Wunenberger, lui a écrit en 2001 Philosophie des images. Voilà, ça c'est pour se faire un peu plus mal à la tête, si vous le souhaitez. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour la profondeur en photographie. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.